Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h largement consacrée ce soir aux affaires judiciaires. Ce mercredi, verdict des procès de l'affaire d'achat et l'affaire des séquestrations. De Chiconi, les sentences sont tombées et elles ne sont pas pour apaiser les tensions. Le point dans cette édition avec Pierre Bellucci. Et puis retour sur les 40 ans du conseil départemental. À cette occasion, une exposition en retraçant les 40 années d'évolution du désormais 101e département se déroule au jardin du conseil départemental. Et pour en parler, Mohamed Zouber, responsable de l'évolution institutionnelle au conseil départemental, et maître Laurent Tessoka, avocat et maître des conférences. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. L'affaire n'a pas fini de faire parler d'elle sur le département. Les 3 habitants de Chiconi qui se sont fait justice eux-mêmes après un cambriolage ont été condamnés à de la prison avec sursis. De leur côté, les cambrioleurs devenus victimes ont obtenu plusieurs milliers d'euros de dédommagement. Les explications en ouverture de votre journal. Après 10 semaines de grève, les discussions ont repris à la Colas. Depuis lundi, les 2 parties tentent de trouver un terrain d'entente pour sortir de cet interminable conflit. Une nouvelle réunion a débuté à la Diecte dès 14h, mais sans Boris Duverger, le directeur régional de la Colas qui a été poussé vers la sortie. Le point au cours de cette édition. L'association Salama Salimé intervient à domicile afin d'accompagner mais également de sensibiliser les plus démunis. Personnes âgées, personnes en situation de précarité ou de handicap, chaque jour ils vont au-devant de ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons pu suivre les membres de l'association durant leur mission. Reportage. Une condamnation qui risque de faire beaucoup de bruit dans le territoire. Souvenez-vous, au mois d'avril dernier, 3 habitants de Chiconi étaient accusés de s'être fait justice eux-mêmes suite à un cambriolage où ils ont attrapé, séquestré et frappé les voleurs. Mais les parents de ces derniers mineurs ont déposé plainte. Le verdict du procès a été rendu ce jour. Aujourd'hui, les 3 individus sont ainsi passés de victimes à coupables. Les explications de Pierre Bellucci et Jérôme Comont. Ce verdict était très attendu et il est tombé en début de matinée. Ben Saïd Abdou Karim et Atoumani ont été jugés coupables et condamnés à 12 mois de prison avec sursis simple. Oussoufi Abdallah a lui été condamné à 4 mois de prison avec sursis. En ce qui concerne les 4 cambrioleurs devenus victimes, ils toucheront entre 2 et 4 000 euros pour préjudice moral et physique. De quoi rendre fou de rage le collectif de Chiconi qui subit quotidiennement l'impunité de ces jeunes mineurs. Rien que l'année 2017, il y a au moins 20 plaintes contre ces gamins. Si c'est de caillassage, de vol, raquettes, tabasser les gamins qui sortent de l'école, ces gamins ont fait ça. Et ça, la justice n'a pas pris en compte que la population de Chiconi est arrivée à bout. On est à bout de nerfs. Si on est là aujourd'hui, on a pris nos congés pour être là, on est à bout de nerfs parce qu'on est fatigué de ces gamins. La plupart de ces gamins ne sont plus à l'école. Et là, l'État fait quoi? Comme vous voyez sur nos t-shirts, il est absent par rapport à l'éducation de ces enfants. Si ces enfants sont abandonnés sur la route, ce n'est pas la population de Chiconi aujourd'hui qui doit payer pour ces gamins. Parce que le papa veut de l'argent, on lui donnera l'argent. Mais après, il prendra cet argent, il le mangera. Et les gamins se retrouveront encore à piller nos maisons tous les jours et ils n'ont même plus peur. La justice est clairement remise en cause par les membres du collectif qui ne comprennent pas comment les juges ont pu rendre ce verdict au regard du contexte local. L'avocat nous a dit la dernière fois qu'ils ont raison de voler parce qu'ils vivent dans des maisons en tôle. Il a dit en plein milieu de tout le monde que c'est parce qu'on se baladait avec nos belles voitures et nos jolies maisons et nos jolis téléphones. Donc ces enfants ont droit de nous les arracher à la main. Et la justice a pris ça comme ça. Le collectif réfléchit désormais à la suite à donner à cette affaire. On est en train de réfléchir, donc est-ce qu'on va faire appel ou pas, mais là la réflexion c'est après. Là on va se réunir à Chiconi, toute la population de Chiconi c'est à la population de dire si on va faire appel ou pas. Parce qu'il va y avoir une mobilisation soit dans cette semaine-là ou la semaine prochaine. Le collectif refuse clairement d'en rester là et prépare déjà une nouvelle mobilisation massive dans les tout prochains jours. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du journal de Coésie TV. Pierre, une sentence qui ce soir fait couler beaucoup d'encre dans le territoire.
Oui, c'était extrêmement attendu. Voilà, le verdict est tombé, on s'y attendait. On s'y attendait, pourquoi? Parce que la justice ne pouvait pas ne pas les condamner. En tout cas, elle ne pouvait pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc c'est logique qu'il y ait eu une condamnation, puisqu'on ne peut pas se faire justice soi-même en France. La loi du talion n'a pas cours sur notre territoire. Néanmoins, effectivement, c'est beaucoup de colère du côté de Chiconi et du côté de la population en général. Pourquoi? Parce que c'est un message qui est envoyé à ces jeunes qui sont dans l'impunité. Ils sont dans l'impunité depuis des mois, des années. On le voit, ils ont eu une accumulation de plaintes sans jamais être véritablement condamnés. Donc ils continuent. Et là, on vient de leur dire, bah, écoutez, vous avez été effectivement coupable d'un cambriolage, mais vous êtes devenu victime. Donc à partir de là, vous allez être dédommagé. Donc même s'ils ont raté ce cambriolage, ils s'en ressortent plutôt bien puisque ils vont avoir de l'argent, dédommagement pour préjudice physique et moral. Oui, je crois que c'est vraiment une décision qui va faire beaucoup de bruit. On va parler tout à l'heure de l'adaptation des réalités locales et des institutions à ces réalités locales. Je crois que là, on est vraiment dans cette problématique-là, adaptée aussi par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire. On sait que les autorités ne sont pas en capacité aujourd'hui d'assurer la sécurité. Il y a des cambriolages aux quatre coins de l'île, il y a des milliers de personnes qui ont été cambriolées à Mayotte. Aujourd'hui, c'est un message très négatif qui leur est envoyé, puisqu'on vient de leur dire, bah, écoutez, si on vous cambriole, laissez-vous faire. Ne faites rien, car si vous arrêtez les personnes, vous pourrez être condamné pour séquestration. On ne pourra probablement pas venir à temps pour les arrêter. Et puis aussi, ce qui est terrible, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'éducation à Mayotte, d'éducation, et on dit que voilà, ces jeunes, il y a une vraie problématique par rapport à ça. Ils sont laissés dans la rue. Et cette histoire, elle est vraiment, elle est révélatrice dans ce sens aussi. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui ont déposé plainte, parents qui avaient réceptionné le matériel volé. Donc, vous voyez où on en est quand même par rapport à cette justice. Ils ont réceptionné ce matériel et puis ensuite leurs enfants ont été passés à tabac, donc ils ont déposé plainte. Donc c'est un message extrêmement négatif qui va forcément susciter beaucoup de colère, une colère qui est compréhensible parce qu'on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Ça risque de mener à des tensions, de vives tensions, et puis on va arriver à des drames, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire ok, on ne peut plus compter sur la justice, on ne peut plus compter sur les autorités, on va compter que sur nous-mêmes et on risque d'arriver à des extrêmes. Merci Pierre pour votre analyse. Justice toujours, ce mercredi, la sentence est également tombée pour les 2 agents de la brigade anticriminalité dans l'affaire du coup d'achat. Les prévenus ont écopé d'amende et l'un d'entre eux a également été suspendu de ses fonctions. Des policiers condamnés notamment pour trafic de procès-verbaux, d'interpellation, modification des plaques d'immatriculation de véhicules et destruction de téléphones portables. Des faits reprochés de très graves en janvier 2015 et des peines écopées qui aujourd'hui divisent. Adèle Laurent. Le procureur de la République requérait 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour chacun, couplé à une interdiction d'exercer dans la police durant 3 ans. Ce sera finalement pour le policier inculpé une condamnation à 5 000 € d'amende, dont 4 000 avec sursis simple, couplé à une interdiction d'exercer en tant qu'officier de police judiciaire. Quant à l'OPJ inculpé, il écope de 3 000 € d'amende, dont 2 500 avec sursis simple, ainsi que de 3 ans de suspension de ses fonctions de police judiciaire, avec toutefois une non-inscription au bulletin de casier judiciaire. Pour l'avocat de ce dernier, la sentence est lourde, d'autant plus que depuis 2015, l'officier de police judiciaire était déjà sous le coup d'une suspension. Je trouve aussi que la peine est extrêmement sévère parce qu'on ne peut pas dire que 2 policiers qui ont déjà été suspendus pendant 2 ans pour des faits de cette nature-là vont être suspendus encore 3 ans de plus. Ils ont essayé de maquiller ça avec des peines d'amende très hautes sorties du sursis simple. Moi, je trouve que c'est une décision extrêmement sévère et j'attends quand même les instructions de mon client pour savoir la suite à donner. Pour le syndicat Alliance Police, étant donné les réquisitions du procureur qui requérait 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour chacun, ainsi qu'une interdiction d'exercer dans la police pendant 3 ans, la décision est équilibrée. Les réquisitions du procureur avaient été un peu sévères selon notre point de vue. Et là, on a une décision qui touche les collègues. Cette décision, selon nous, reste une décision proche de la réalité vécue à Mayotte. C'est une décision qui est responsable, qui, à notre sens, correspond à l'exigence de sécurité de la part de la population et à la demande d'exemplarité qui touche les fonctionnaires de police.
police. Donc c'est une décision d'équilibre. Malgré tout, le syndicat estime qu'un lien de causalité existe entre la façon de faire son travail et les moyens accordés pour exercer ses fonctions. Néanmoins, Alliance Police salue l'arrivée récente de 25 fonctionnaires de police en sécurité publique. Même si pour le syndicat ce nombre est insuffisant et ne correspond ni à leurs attentes ni aux besoins du territoire. La population est croissante et les effectifs de police, eux, sont décroissants. Normalement, il y a un lien aussi là entre population et effectifs. Et malheureusement, la population n'est pas en phase avec le nombre de policiers. Il y a donc un prorata qui doit se faire entre le nombre d'habitants sur une zone police et le nombre de policiers. Et là, à Mamoudzou, nous sommes loin du compte. Ensuite, nous sommes aussi loin du compte de par les moyens que l'on a, les moyens de se porter au secours des gens. Eh bien, d'abord, le moyen de se porter, c'est des moyens techniques, les moyens radio, les moyens de véhicules, les moyens d'armement qui ont progressé malgré tout. Les moyens d'armement, on arrive à quelque chose d'assez raisonnable. Toutefois, les moyens techniques pour faire face à la demande de la superficie de la circonscription police est telle quelle qu'il nous faut des moyens adaptés quant au terrain non praticable, aux difficultés d'embouteillage. Donc il va falloir repenser les moyens de police. Manque de moyens humains et matériels dû notamment à un manque de soutien institutionnel. Cette affaire de procédure condamnée car hors cadre procédural permet toutefois de mettre en exergue le fossé existant entre les moyens accordés aux forces de l'ordre et la réalité du terrain. Dans un département où le problème d'insécurité reste toujours le principal frein au développement de l'île. Dans l'actualité également, ce drame survenu hier soir dû au port de Longoni. Un conducteur d'un camion transportant des conteneurs a perdu connaissance et percuté une camionnette sur l'un des quais. Le poids lourd a foncé dans le lagon sans pouvoir stopper sa course. Ni pompiers ni gendarmes n'ont pu arriver à temps. Des plongeurs ont pu sortir l'homme de l'eau après une trentaine de minutes, en vain. On écoute Idanel, la présidente de MCG et invitée de la matinale ce mercredi. Je souhaite juste, pour moi et l'ensemble de mes personnels, de donner à sa famille nos condoléances. On était très perturbés par ça parce que, en fait, quand tu assistes, qu'on essayait de ramener quelqu'un, c'est très émouvant et tout le monde était touché par ça. Et le container, on a repêché et on a amené le container à bord sur les rochers. Et sécuriser cette opération a fini vers 1h du matin pour ce matin continuer avec l'opération pour enlever le container. C'est des containers de peinture. C'est classifié en matière dangereuse classe 3 et on fera ce matin avec un grille de terre sortir le camion avec les gendarmes parce que l'enquête est encore en cours. Autre titre ce mercredi, la crise au sein de la Colas. Après plus de 10 semaines de grève, les négociations ont repris. Depuis lundi, syndicats et direction tentent de trouver un terrain d'entente. Des discussions rudes qui auront même coûté ce soir le poste de Boris Duverger. Le désormais futur ex-directeur régional va quitter ses fonctions dès lundi. Le récit de Pierre Bellucci. Les choses bougent du côté de la Colas. Les discussions ont repris depuis lundi, mais se feront désormais sans Boris Duverger, le directeur régional. En effet, ce dernier va quitter ses fonctions et l'océan Indien. Suite à cette réunion, il a juste annoncé comme quoi il est plus décisionnaire en ce qui concerne Colas. Et en fait, voilà, la filiale Colas, je vais dire le siège Colas, l'ont enlevé carrément. Tout ce qui est décision en ce qui concerne la Réunion comme Mayotte. Donc du coup, nous, ce qu'on a compris, il ne fait plus partie des directeurs régionaux Mayotte-Réunion. Dès lundi, un nouveau directeur régional doit entrer en fonction. Il sera accompagné d'un nouveau directeur local. Ce sont eux qui vont prendre le relais des négociations, qui semblent enfin sur la bonne voie.
Nous, on n'était pas sur place comme il avait souhaité qu'on ne soit pas là. Donc, du coup, ce qu'il nous a dit, notre secrétaire général, c'est de revoir encore nos revendications à la baisse. C'est ce qu'on fait tout le temps. Tous les réunions, on remet toujours les négociations à zéro. Mais là, ils nous ont dit de revoir carrément à la baisse. Donc, on lui a dit, écoute, on te donne la tâche. Depuis hier, il est en train de travailler là-dessus. Il a fait une compte rendu. Il l'a envoyé à Madame la ministre. Il l'a envoyé à la préfecture et à la DIECT aussi. Les grévistes ont en effet revu leurs prétentions à la baisse, notamment en ce qui concerne l'augmentation des salaires de 300 €. Ils réclament désormais une prime de 200 €, mais avec une intégration de 100 € supplémentaires à la grille salariale ramenée à 20 centimes d'euros. Cette prime concerne tous les salariés qui justifient 3 mois dans l'entreprise, même s'il reste maintenant à convaincre la direction d'accepter ces nouvelles propositions. Nous espérons qu'à travers l'ensemble des échanges que nous avons eus en direct le lundi avec la direction de la COLAS et la DIECT, les échanges par email que nous avons eus toute la journée d'hier, nous espérons qu'aujourd'hui, on pourra mettre tous ces éléments en concordance pour qu'on puisse avoir disons, quelque chose qui nous permettra de sortir de ce conflit. Et puis, si jamais on n'arrive pas à trouver des consensus aujourd'hui, ça sera purement et simplement la responsabilité de la direction de la COLAS qui ne souhaite pas faire avancer les choses alors que nous avons donné tous les éléments qu'il fallait. Tous les éléments sont désormais sur la table et après 10 semaines de grève, une porte de sortie semble enfin s'entrouvrir. A noter que la direction de la COLAS n'a pu se présenter cet après-midi à la DIECT lors d'une rencontre prévue avec les organisations syndicales notamment. Le conseil départemental fête ses 40 ans d'évolution de l'île au lagon avec ses avantages et ses inconvénients. Et pour en parler ce soir, Zouber Mohamed et Maître Laurent Tosca, maître de conférence, et spécialiste des Outre-mer. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Place aux invités de la rédaction. Bienvenue dans ces 19h. Messieurs, il y a eu des avancées depuis 40 ans, des inconvénients. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces évolutions institutionnelles ? J'aurais tendance à dire que 40 ans, c'est un âge terrible. Charles Péguy, l'écrivain Charles Péguy, disait que c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes. Certains disent que c'est 20 ans de jeunesse et 20 ans d'expérience. Pour résumer en quelques mots, en 40 ans, nos institutions ont eu plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de construction. En 1977, le 26 juin, plus précisément, a eu lieu la première assemblée départementale. Et je tiens ici à rendre hommage à Younous Abamana, qui fut le premier des conseillers départementaux. Donc, il était président pendant longtemps. Cette phase de construction, 77, ensuite, s'en est suivi d'une longue phase de léthargie. On n'a quasiment pas fait durant plus de 20 ans, 25 ans. Et ça a commencé une deuxième phase, l'accélération, je veux dire le réveil. C'est la phase de l'installation de l'identité législative et surtout du processus de décentralisation. C'est au début des années 2000, 2000 jusqu'en 2011. Enfin, voilà. Enfin, il y a une dernière phase, c'est plutôt la phase de consolidation institutionnelle. On l'a connue avec la loi de 2010 qui a instauré la départementalisation de Mayotte. Alors on le voit à l'image justement, cette exposition qui est réalisée du côté du conseil départemental. Est-ce que messieurs, on peut parler justement d'évolution cohérente ? Évolution cohérente, le mot peut-être est un peu biaisé. L'évolution, elle est ce qu'elle est. Il y a avec un rythme que les deux partenaires, c'est-à-dire l'État, les collectivités, les élus locaux, ont main dans la main travaillé pour l'évolution de la société, l'évolution des institutions et l'application plus ou moins graduée de la législation, de la réglementation à Mayotte. Mais on est ce qu'on est aujourd'hui. On est... énormément de choses ont été faites en ces 40 ans. Et maintenant, la réflexion, c'est dans quelle société nous souhaitons, quel modèle de société nous souhaitons dans les 50 prochaines années, d'où la réflexion entamée par le conseil départemental depuis 1 an. Alors, Laurent Tessoka, la majorité actuelle justement du conseil départemental, sa priorité pour les années à venir, c'est renforcer les capacités institutionnelles, ce fameux toilettage institutionnel, à quel point il est déterminant pour notre département ?
Oui, il est déterminant parce que c'est l'aboutissement de tout ce processus et ça va permettre effectivement de donner les moyens techniques, institutionnels et normatifs pour les élus mahorais de s'inscrire et de faire réussir Mayotte de demain. Donc c'est quoi? Il s'agit tout simplement de tenir compte de tout ce qui a été fait et de corriger par une loi assez importante qui a la particularité de partir du terrain, c'est-à-dire de partir d'abord des élus. Des débats avec, il y a eu notamment des tables rondes au mois de janvier avec le monde socio-économique, les élus de terrain, en vue de détecter les problématiques et de pouvoir y répondre d'un point de vue technique. Donc il s'agit là d'abord de parachever une logique institutionnelle et donc de faire correspondre la réalité institutionnelle à la réalité du terrain, c'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, le nombre des élus, qui est insuffisant par rapport à la population mahoraise pour respecter le principe de la représentation démocratique. Quand on voit qu'il y a 51 élus à Guyane, qui a une population moindre que Mayotte, il est tout à fait légitime que les élus mahorais, d'un point de vue juridique et, j'allais dire, politique, souhaitent avoir aussi au moins 51 élus. Ça, c'est le point institutionnel. L'autre aspect, c'est l'aspect de fond aussi, c'est tenir compte et corriger une application du droit commun qui a été assez brutale et assez, j'allais dire, uniforme. Et l'expérience a montré qu'il fallait corriger sur des compétences ou sur des matières importantes cette application et adapter réellement, enfin, le droit à la situation et aux contraintes particulières de Mayotte. Justement, vous menez le travail depuis quelque temps. Quelles seront les nouveautés, notamment dans ce toilettage institutionnel? Alors, il y a des nouveautés techniques en termes de processus. Il s'agit de donner plus de pouvoir, plus de compétences aux élus et au terrain pour pouvoir adapter en continu le droit lorsqu'il doit être adapté. Ça, c'est le premier point. Un exemple, élargir la durée de consultation de l'Assemblée départementale lorsque le gouvernement la consulte, créer un organe, le comité de suivi de propositions consultatifs de suivi et d'aide auprès des élus, qui sont un organe technique. Ça, c'est un aspect technique. Sur le fond, il s'agit de corriger ce qui ne marche pas. Par exemple, retransférer certaines compétences à l'État. Les routes nationales, collèges et lycées. Et pour un exemple assez tout à fait prégnant, c'est le problème du port. Le port, tous les autres DOM, départements d'outre-mer, ont un grand port maritime, c'est-à-dire une compétence d'État, sauf Mayotte. Donc là, il s'agit de corriger et de mettre, j'allais dire, la réalité, et surtout qu'elle ne correspond pas aux moyens du conseil départemental actuel. Donc ce sera dans la loi, il y a un projet de transférer cette compétence à l'État pour le port de Longoni et d'en faire un GPM, c'est-à-dire un grand port maritime, un établissement public d'État où bien évidemment les élus mahorais auront tout à fait leur place. Beaucoup parlent de départementalisation mal préparée. Est-ce qu'on est allé plus vite que la musique justement, le fait qu'on prépare maintenant justement ce toilettage institutionnel? Département mal préparé, c'est plutôt la Chambre régionale des comptes, dans un rapport récent qui l'a souligné, que cette départementalisation est allée trop vite et mal préparée. Certains disent que ça va doucement, d'autres disent ça va trop vite. Il faut trouver un équilibre. Je pense que depuis 40 ans, les institutions se bâtissent petit à petit. Ne l'oublions pas, nos institutions n'ont que 40 ans. C'est rien comparé à certaines institutions au niveau national qui ont plus de 200 ans. Donc 40 ans, c'est un âge encore, c'est très jeune pour les institutions et surtout pour la pratique démocratique, etc. Donc je ne pense pas, ce qui est important, c'est des statuts des institutions, des normes doivent être corrigées parce que la société évolue. Le contexte socio-économique change en permanence. Et donc, par exemple, tout simplement, entre 2010, où on a voté la loi sur la départementalisation, et aujourd'hui, il y a eu la loi NOTRe. Il y a eu 2 ou 3 lois sur la décentralisation. Il faut tenir compte aussi de ces aspects-là. Donc, je crois qu'il est nécessaire aussi de toiletter ou de renforcer cette capacité institutionnelle en nous mettant à jour. C'est important. Est-ce que c'est simple de mener justement ce genre de chantier dans ces conditions? Ce n'est jamais simple, mais je pense que les gens sont intelligents, les élus doivent
travailler en toute intelligence avec les partenaires naturels. Hein. Ce sont le monde socio-économique, c'est l'État, et puis les élus entre eux. Il y a une large consensus sur ce chantier de toilettage institutionnel. Il faut le souligner, c'est la première fois à Mayotte que demain, le conseil départemental donnera à nos parlementaires un texte ou des textes déjà toutes faites en réalité sur la modification du code électoral, la désignation des élus, sur le mode de fonctionnement du conseil départemental qui va assumer pleinement ses compétences régionales, parce que c'est important. C'est la première fois que, même en Outre-mer, cela se fait. Et je pense que le gouvernement, on est dans un contexte qui est favorable et je pense que les choses vont très rapidement se mettre en ordre. Mais il faut encore que l'ensemble de la population, ce n'est pas seulement le projet du conseil départemental, mais c'est un projet pour les 50 prochaines années. Donc c'est l'affaire de tous les Mahorais. Je tiens aussi à le préciser, pour finir, que ce premier jet que Maître Laurent Tessoka a présenté aujourd'hui va être amendé, corrigé, amélioré durant les 6 prochains mois, parce qu'on aura pas mal de réunions avec d'autres acteurs, voire avec les parlementaires, voire avec le gouvernement, notamment dans le cadre des assises de l'outre-mer qui vont s'ouvrir prochainement jusqu'à la fin de l'année. Donc on peut avoir beaucoup d'espoir pour les prochaines années. On l'espère, tout à fait. On est confiant. Merci d'être passé par ces 19h. Je rappelle, Mohamed Zouber, responsable de l'évolution institutionnelle au conseil départemental, et Maître Laurent Tessoka, maître de conférences, avocat et spécialiste des Outre-mer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Mieux vaut prévenir que guérir au menu de votre fin de journal. Campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la grippe est menée depuis le début de semaine par une association au nord de l'île, auprès des personnes notamment démunies. Mais d'abord, le reste de l'actualité de ce mercredi 12 juillet, en bref, avec Pierre Bellucci. Depuis 2012 et l'arrivée du très haut débit à Mayotte, les évolutions technologiques se sont succédées avec l'apparition de la 2G, puis de la 3G, et enfin de la 4G pour SFR et Orange. Néanmoins, nombreux sont les internautes à se plaindre d'un débit réel loin de correspondre aux attentes. En effet, que ce soit à la maison, au travail ou sur son mobile, les difficultés rencontrées sont nombreuses et finissent par agacer. Les connexions sont lentes, voire très lentes, et la qualité de communication s'est dégradée de manière très importante ces derniers mois. Un technicien explique que la 4G consomme énormément de capacité, le tout couplé à des problèmes techniques qui endommagent la puissance fournie. Annoncée en grande pompe, la 4G pourrait donc être à l'origine des dysfonctionnements. Et face au silence des opérateurs qui se gardent de communiquer sur ces problèmes réseau, des utilisateurs sont sur le point de se rassembler en collectif de mécontents afin de réclamer des comptes. Selon l'agence de santé Océan Indien, 26 cas de fièvre typhoïde ont été signalés depuis le début de l'année à Mayotte, dont 16 cas dans la commune de Koungou. La fièvre typhoïde est une maladie des mains sales. La source de contamination réside dans les matières fécales des personnes malades. La transmission s'effectue le plus souvent par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés et consommés crus. La maladie se traduit par une fièvre continue, accompagnée de maux de tête, de perte d'appétit, d'une très grande fatigue et de douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation. Des formes graves peuvent survenir et cette maladie peut être mortelle en l'absence de traitement. Pour éviter l'apparition de nouveaux cas, la RSOI rappelle aux habitants des quartiers concernés l'importance de respecter les règles d'hygiène, lavage des mains régulier au savon, utilisation exclusive de l'eau du robinet ou des bornes fontaines pour la boisson, la préparation des aliments et les usages domestiques. La 4e édition du défi Recyclum vient de s'achever. À Mayotte, 882 enfants, issus de 47 classes allant du CP à la 6e, ont participé à ce projet pédagogique et solidaire. Le défi Recyclum met à disposition des enseignants et des animateurs d'ateliers périscolaires un kit d'outils informatifs et ludiques sur le thème du recyclage des lampes à économie d'énergie. Objectif, faire comprendre l'importance de la préservation des ressources naturelles et de la réutilisation de matières premières afin de les convaincre de la nécessité d'agir en faveur du recyclage. Grâce à leur mobilisation pour recycler des lampes à économie d'énergie, les élèves de Mayotte ont pu contribuer à l'électrification de 6 écoles au Bénin, à Haïti, à Madagascar, au Népal et au Mali.
Depuis sa création, le défi aura permis l'électrification de 44 écoles à travers le monde. Et à noter que depuis le 5 juin, les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle édition. Direction le nord de l'île à présent, dans la commune de Mtsamboro plus précisément, où depuis le début de la semaine, une association médico-sociale et la municipalité mènent une nouvelle campagne de recensement pour le compte de la Caisse de la Sécurité sociale de Mayotte, une action préventive sur la vaccination contre la grippe en direction des personnes fragiles, notamment les publics du troisième âge, les femmes enceintes et les sujets atteints de troubles pathologiques chroniques. La grippe, une infection virale contagieuse de plus en plus présente dans le département. Prévenir plutôt que guérir, un des nombreux objectifs de l'association Salama Salimine d'Amjago. Reportage. Visite à domicile ce mercredi pour les habitants d'Amjago. Depuis le début de la semaine, ces agents d'une association médico-sociale mènent une enquête dans l'ensemble de la commune de Mtsamboro pour sensibiliser sur la vaccination contre la grippe, notamment auprès des personnes fragiles. L'objectif de cette campagne, c'est de recenser les personnes âgées de la commune pour pouvoir faire remonter l'information à la Caisse de sécurité sociale et pour qu'ils puissent mettre à jour assez rapidement leur dossier et qu'ils puissent recevoir les convocations pour se faire vacciner contre la grippe. Même les personnes qui sont fait vacciner, ils ne savent pas. Après, nous, quand on arrive, on vient vraiment leur expliquer l'objectif de cette vaccination. Une campagne pour informer sur l'importance de se faire vacciner et détecter les besoins sociaux. Aujourd'hui, le vaccin grippal est pris en charge à 100% par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour les populations à risque. Chez cet homme, en charge de son beau-père victime d'un AVC et de sa belle-sœur en situation de handicap, toujours pas de convocation, une situation qui arrive fréquemment. Vu que maintenant la Poste a imposé de changer les adresses, du coup ils arrivent que, vu que les adresses ont changé par rapport aux anciens, les gens ne reçoivent pas forcément les courriers. Et l'aide de ces bénévoles s'avère très précieuse. tishinde nazifanda waondu andunga wambio hata washindi aini namna zanjili ameuwa wasuliti waeleza washinda wazidungu hata wazifanya ti ni hanizo nzitao ni swahimidia association Salama Salimina hezenziza hejuhudia hao neze tabu zangu washinda ziwasilisha. Des informations immédiatement remontées auprès de la Caisse de sécurité sociale par cette association dont l'objectif est d'assurer un accompagnement administratif d'un public vulnérable, notamment les personnes retraitées en situation de handicap et d'isolement. Les besoins sont tous pareils et la plupart du temps on a des associations distinctes que pour les personnes âgées, que pour des personnes en situation de handicap ou bien que pour des personnes de précarité. Donc on se dit autant les regrouper tous ensemble puisque le besoin est pareil et puis les accompagner dans ces démarches-là, dans l'accès aux droits. Des actions qui aujourd'hui semblent porter ses fruits après la première campagne de sensibilisation en 2016. On a constaté que les personnes, ils sont plus intéressés par rapport à toutes les années précédentes parce qu'on avait recensé 285 personnes et sur ces 200 personnes, il n'y a eu que 2 personnes qui ne se sont pas fait le vaccin. Du coup, cette année, on a pu sensibiliser plus la mairie de Mtsamboro pour nous accompagner avec des agents sur le terrain pour qu'on puisse plus recenser des personnes en situation vulnérable. L'année dernière, près de 77 personnes de la commune de Mtsamboro ont bénéficié de l'accompagnement de Salama Salimine d'Amjago. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, les temps de parole de la matinale de ce mercredi. Demain, pour l'information, Pierre Bellucci, pour le journal radio de 6h, suivi de la matinale. Les salariés de la Colas, le groupe Incidence et Frédéric Vaux, préfet de Mayotte, seront les invités des temps de parole de ce jeudi. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous sur Kwezi TV.